Nous nous retrouvons ce soir au Bureau des Esprits et c'est un terme qui avait été inventé, proposé par notre chère Monique Toussaint, qui est là, comme vous savez, n'est pas là ce soir, mais je crois qu'elle est là avec nous en esprit, en conscience. Enfin, on verra bien si on peut parler de terme conscience. On va en tout cas parler ce soir en pensée. On va parler de la pensée. Donc avec deux éminents spécialistes, en effet. François de Calataille, qui est donc archéologue de formation, spécialisé en numismatique et de reconnaissance mondiale en numismatique, d'après ce que j'ai lu dans sa biographie. Alors vous êtes tous les deux chercheurs FNRS, maîtres de recherche, un parcours académique, l'Académie de Belgique, donc tout ça, des titres brillants. Et vous aussi, Axel Federmans, vous êtes prof à l'ULB. Et donc on va parler de ce terme science dure et molle. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Je trouve que ça fait un peu le cru et le cuit, et c'est pas très élégant quand même, dur et mou. Donc, vous allez nous dire ce que vous entendez par cela. Alors, François, dans votre pratique, c'est quoi les sciences dures et les sciences molles? Et vous mettez de quel côté? Merci Françoise. Juste avant que ceci ne démarre, nous nous sommes mis d'accord, Axel et moi, pour convenir du fait que Axel était sans doute le plus mou des durs et moi le plus dur des mous. Alors, en fait, on est un peu hybride. Enfin, on n'est pas... Mais il est quand même plus dur que moi. Comment dire? Non, moi, je suis un représentant des sciences humaines, ce périmètre-là. Alors oui, je suis numismate et archéologue, et on m'a demandé, l'archéologie c'est intéressant, et l'après-midi tu fais quoi quand je faisais mes études? Je ne suis pas le seul archéologue dans la salle. Mais en fait, ce qui m'a, depuis 20 ans aussi beaucoup retenu, c'est le fait d'avoir traîné, d'avoir participé à pas mal de lieux où on représente les sciences humaines, et donc forcément ça demande de se définir. Alors ces lieux, c'est l'Union académique internationale, là j'ai passé 10 ans, les commissions FNRS bien entendu, l'Institut universitaire de France, j'étais dans le panel Humanities pour Science Europe, et depuis 3 ans, et en fait, ça, c'est ce qui est le plus sensible pour moi. Depuis 3 ans, je suis dans une ERC, enfin, on m'a drafté dans une ERC de géophysicien de l'École normale supérieure de Lyon, et où ils avaient besoin, on est devenus super amis, évidemment, mais c'est une ERC qui parle qui est faite dans le labo à propos des isotopes d'argent, très bien. Mais comme on essaye de voir d'où viennent les monnaies, les flux, à partir des isotopes d'argent, il faut bien un référent scientifique. Et c'est là, plus qu'ailleurs et plus qu'avant, que j'ai pris, c'est mon expérience personnelle, la mesure de la manière dont on est formaté différemment. Alors on va en reparler, mais c'est vraiment simplicité, complexité, enfin c'est des choses qui sont vraiment très différentes, et donc c'est très enrichissant. Mais parfois, on a un effet de sidération en disant « Ah oui, les logiciels ne sont pas les mêmes, ne sont vraiment pas les mêmes. » Alors, on va en reparler, mais je vais laisser la parole à Axel, je pense. Oui, donc ici, vous dites les sciences humaines, les sciences molles sont venues au secours des sciences dures qui ont besoin de votre compétence, en gros. Les géophysiciens ont besoin de votre compétence. Voilà. Alors. On te répondra plus tard. Oui. Je répondrai plus tard. Oui. Mais donc, le plus mou des durs, parce que, effectivement, moi, je ne suis pas du tout catégorisé en sens exact. Ce sont des sciences humaines aussi. La psychologie fait partie. Vous êtes psychologue de formation et vous êtes orienté vers les neurosciences. Voilà. Psychologue de formation, mais la psychologie est une discipline qui est précisément caractérisée par le fait qu'elle a littéralement un pied dans les sciences humaines, que François connaît si bien, et l'autre pied dans les sciences exactes. Et cette double appartenance, quelque part amplifiée encore, avec la survenue, il y a une 30aine d'années, des méthodes d'imagerie cérébrale qui permettent, et qui permettaient pour la première fois, mais qui permettent évidemment encore davantage aujourd'hui, pour la première fois de visualiser le cerveau en action, mais qui alors implique nécessairement une démarche qui à la fois s'intéresse au sujet, à la personne, en train de réaliser une tâche, d'une part, et d'autre part, à son cerveau, avec toute la problématique tellement intéressante et stimulante de tenter, ce qui est quand même le projet principal de la psychologie cognitive,
de tenter d'établir des liens entre ce que fait votre cerveau et ce que vous êtes en train de ressentir, que vous êtes en train de faire. Mais donc, cette tension qui caractérise la psychologie et qui a d'ailleurs expliqué pourquoi ça m'a tellement attiré au départ. Au début de mes études, je voulais être psychanalyste à l'ULB, et puis je me suis un peu encouru tout en découvrant tout ce qu'on faisait d'intéressant en matière de psychologie cognitive, donc d'études de notre comportement et des bases neurales de ce comportement. Mais donc c'était déjà une tension au départ, en fait, et ça se manifeste par ailleurs. Par exemple, tu évoquais les commissions FNRS, eh bien, il y a une grande tension entre des projets qui relèvent plutôt du côté sciences humaines de la psychologie, et puis des projets qui sont à peine de la psychologie, tellement ils sont enracinés dans la neuroscience. Mais c'est ça qui fait la richesse du champ, et je pense que d'une manière générale, en tant que scientifique, en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel, on doit vraiment tenter d'essayer de trouver davantage de connexions entre le dur et le mou, davantage de ponts entre ce qui relève des sciences humaines, des humanités, humanities comme on dit en anglais, et ce qui relève de la technologie. Ça, c'est l'avenir, je pense. Non, mais enfin, vous allez répondre. Mais donc, du côté, par exemple, du FNRS, on vous situe de quel côté pour l'obtention des crédits, par exemple? Du côté FNRS, on est clairement dans le domaine des sciences humaines. Social. Oui, ok, social. Mais les mesures du cerveau... Ça dépend des critères. Non, mais les mesures du cerveau, ça, c'est une image objective que personne ne peut contester. Enfin, on en reparlera certainement. Mais alors là, évidemment, les techniques, il y a une épistémologie différente, il y a une manière d'aborder les problèmes qui est différente. On évoquait la question de la complexité et de la simplicité, c'est ça aussi, effectivement. Mais l'imagerie cérébrale, oui, ce sont des données objectives, puisqu'elles sortent d'une machine, qu'elles sont réplicables, qu'à première vue, il n'y a pas trop de subjectivité du chercheur qui entre dans la mesure elle-même. Mais là aussi, il y a beaucoup de débats. Donc je crois qu'il y a davantage de questions que l'on peut avoir autour de méthodes objectives comme l'imagerie cérébrale quand elles sont déployées dans le cadre d'une étude psychologique, que de questions qu'on peut avoir, par exemple, quand il s'agit de mesurer le rayonnement qui vient d'une étoile ou des choses comme ça. Donc ça, c'est encore un monde complètement différent. Je pense le monde de la physique, le monde... On va parler des recherches et des résultats que vous obtenez. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je voulais répondre, faire deux, trois interventions. Peut-être pour dire un mot du fait qu'on s'est présenté en disant que Axel était le plus mou des durs. Moi, je voulais aussi peut-être pourquoi je suis le plus dur des mous. D'accord. Mais juste avant ça, peut-être recadrer, parce qu'on a parlé des sciences humaines, et en effet, les sciences humaines, c'est en français, mais pas dans toutes les langues. En anglais, c'est humanities. Et le diable n'est pas dans les détails, là il est dans la terminologie, il est vraiment très très fort. C'est pas la seule langue, c'est humanidades en espagnol. La plupart des autres langues, c'est sciences humaines. Et là, il y a effectivement un enjeu de distribution aussi, de financement, tout simplement. Donc quand en France, on a 4 commissions, en général, à l'Institut universitaire de France, par exemple, ces 4 commissions, il y a les sciences de la Terre, les sciences du vivant, les sciences sociales et les sciences humaines. Ça, c'est vraiment très, très favorable pour les sciences humaines, parce que les sciences humaines, en général... Ceci n'est pas une doléance, c'est juste de montrer qu'on... C'est pas la même cour. Les sciences humaines, c'est un 2/100 des financements de recherche et développement, et c'est pour la recherche, et c'est un peu plus, donc si on prend rien que l'argent public, pas la recherche et le développement, mais vraiment rien que la part publique, on monte à 2%, quelque chose comme ça. Donc c'est pas beaucoup, c'est très faible. Et les sciences humaines au niveau international, si on prend les coupoles, les sciences sociales ont rejoint les sciences de la Terre et les sciences du vivant, c'est l'ICSU, et les sciences humaines sont un peu toutes seules comme ça dans le coin. Et moi, j'ai toujours fait... Moi, j'étais passionné par l'histoire et l'archéologie depuis petit, mais j'ai toujours pensé que... c'est un peu partout comme ça. Il faut d'abord bien travailler. Donc il faut... Tout mon parcours de chercheur, c'est dans la quantification. Je pense qu'Aristote a raison, on pense avec des nombres, il faut mettre en perspective, et c'est de réunir le plus de matériel, et puis essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça, et puis de retourner sur le terrain et de varier les angles, mais dans le cadre des sciences humaines. Et en réaction très fortement à... vous savez qu'en Belgique, c'est archéologie et histoire de l'art.
Hein, c'est pas, on peut avoir archéologie et anthropologie dans les pays anglo-saxons, des choses comme ça. Ici, c'est archéologie, histoire de l'art. Et l'archéologie, on parlait, l'archéologie est devenue, aujourd'hui, maintenant, quand on fait des graphiques pour situer les différentes disciplines, l'archéologie, elle fait partie des STEM. Elle est tellement du labo, elle est devenue tellement du labo que ça, c'est une science, une discipline migrante. Et les manières de publier en archéologie, c'est la même chose, quoi. C'est des articles courts avec 10 noms, avec plein de labos qui sont intégrés. Le rapport de fouille par l'archéologue en chef qui pond 300 pages, ça c'est totalement fini. Hein. Mais justement, par exemple, numismatique, c'est votre spécialité. Donc vous observez le passé, vous avez des mesures, disons, dures pour observer ça, mais vous ne pouvez pas reproduire le passé. Donc les résultats, comment parle-t-on? Parce qu'on parle de reproductibilité, quand on fait une expérience scientifique, on peut la reproduire, et c'est en principe toujours le même résultat. Mais parfois. Oui, je prends très bien la parole sur ceci, mais je vais la passer tout de suite à Axel. Non, évidemment, la grande différence, c'est si c'est reproductible ou pas reproductible. Oui, et dès qu'on s'occupe du passé, c'est pas reproductible. C'est une mauvaise nouvelle. Et Claude Lévi-Strauss avait fait un article à la fin du millénaire passé qui était une provocation, qui avait beaucoup ému les gens des sciences humaines et des sciences sociales. Il avait dit, mais les sciences sociales ne sont pas des sciences. On ne peut pas dire que ce sont des sciences. C'est beaucoup trop compliqué pour être une science. Pour être une science, il faut que ce soit beaucoup plus simple. Il faut que les paramètres soient moins nombreux, enfin, que l'incertitude soit plus maîtrisée. Donc non, ça n'est certainement pas une science comme ceci. Là-dessus, je passe la parole à Axel. Oui, on peut parler de réplicabilité peut-être à ce moment-ci. Mais avant, je voulais dire un mot à propos du financement. Et donc ça, c'est vrai que c'est un problème énorme pour la recherche fondamentale. D'une manière générale, parce qu'il y a toujours une tentation dans le chef du politique d'avoir besoin de voir une application. Et en fait, c'est un petit peu légitime. Hein. On se dit, faut-il vraiment investir à fond perdu comme ça pendant 40, 50 ans en faisant confiance aux chercheurs? Et la réponse, ça doit être oui. Mais c'est difficile hein, d'un point de vue politique, surtout quand il y a d'autres contraintes. Et à ce propos du rapport aussi entre sciences dures et sciences molles, je me rappellerai longtemps d'un discours de rentrée académique de Jean-Louis Van Herweghem, dans lequel il dit moi j'adore les mathématiciens, il parlait du financement de la recherche, il dit j'adore les mathématiciens parce que les mathématiciens pour travailler, contrairement aux physiciens, aux biologistes, etc., ont besoin uniquement d'un crayon, d'une feuille de papier et d'une corbeille. Et alors tout le monde rigole, un peu comme vous. Et alors il continue, il dit « Mais je préfère encore les philosophes parce qu'eux n'ont besoin que du crayon et de la feuille de papier. » Ce qui a évidemment rendu fou furieux toutes les sciences humaines dans l'auditoire et qui correspondait très bien à la perspective du président à l'époque, Jean-Louis Van Herweghem, sur le financement de la recherche. Oui. Et tu as introduit là quelque chose qui est peut-être aussi très très central, c'est qu'à partir du moment où c'est réplicable, on peut faire la preuve qu'une chose est fausse, en effet, alors à ce moment-là, on a besoin d'une poubelle. Oui. On jette la chose à la poubelle. Absolument, oui. Et on a une agilité intellectuelle plus grande parce que c'est pas bon, on va aller planter ses choux ailleurs. En sciences humaines, comme on peut pas montrer que c'est absolument vrai, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est accumuler un degré de présomption pour montrer que c'est largement improbable. Mais il y a toujours une manière, si quelqu'un vous dit quelque chose qui est tout à fait opposé à ce que l'on soutient, il y a toujours possibilité de se retrancher dans une posture tragique d'incompris et de faire du combat d'arrière-garde. Oui, tout à fait, mais donc ça, moi j'ai vécu... Ce qui n'est pas à l'avantage des sciences humaines. Non, ça, j'ai vécu directement avec ce qu'on a appelé en psychologie il y a quelques années la crise de la réplicabilité, c'est-à-dire le fait qu'on se rendait petit à petit compte que d'innombrables expériences qui sont dans les textbooks, comme on dit en anglais, donc dans les manuels de psychologie cognitive, eh bien, il n'y a personne qui parvenait à les répliquer. Quand on essaye, on trouve que ça ne fonctionne pas. Parce que ça ne fonctionne pas, le résultat est négatif. Parce que le résultat est négatif, aucune revue n'accepte de publier les résultats. Et donc, personne ne le sait non plus. Donc, ce sont des choses que tout le monde sait parce qu'on en parle dans les couloirs des conférences, qu'on ne parvient pas à répliquer telle expérience. Mais ce sont des choses qui ne font pas partie de la littérature. Et donc ça disparaît, et ça explique aussi les résultats de Fanelli, dont on parlait tout à l'heure, qui montrent qu'à travers toutes les disciplines scientifiques,
la proportion de résultats scientifiques positifs augmente. Donc on publie de plus en plus de résultats positifs. Mais il n'y a pas de raison pour ça, évidemment. La raison, enfin si, plutôt, il y a une bonne raison, qui est que les revues préfèrent publier des résultats positifs que négatifs. Alors qu'elles devraient faire l'inverse. Ça dépend quand même des types de revues. Oui, mais quand même, c'est assez général, etc. Et je voulais terminer en racontant l'histoire dans laquelle moi j'ai été impliqué. C'est une histoire de psychologie sociale, avec un très très beau résultat du milieu des années 90, obtenu par un chercheur américain très connu, qui s'appelle John Bargh. Et alors, le résultat est le suivant. Vous faites entrer les gens dans une pièce, dans un laboratoire, et puis ils doivent résoudre des problèmes d'anagramme de phrases. C'est-à-dire qu'on leur donne 5 mots, avec 4 mots, il y a moyen de former une petite phrase, et puis il reste un 5e mot qui ne passe pas avec les autres. Et donc ils en font une vingtaine comme ça. Dans une condition expérimentale, tous ces mots sont liés au stéréotype de la vieillesse. Ça se passe aux États-Unis, donc il y a Floride, il y a gris, il y a triste, etc. etc. Dans l'autre condition de contrôle, les mots sont aléatoires, ils ne sont pas liés à quelque chose de précis. Et le résultat de Bargh, c'est que quand les gens sortent du laboratoire, ils marchent plus lentement quand ils sont dans la condition vieillesse que dans la condition contrôle. Donc c'est vraiment un très très beau résultat. Pourquoi ? Parce que ça suggère qu'on a induit inconsciemment, sans que les gens ne se rendent compte, l'idée que eh bien, ils vont se conformer à ce stéréotype de la vieillesse, et donc ils marchent plus lentement. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ça, c'était une expérience qui était dans tous les manuels, mais personne n'avait répliqué ça. Comment ça se fait ? Personne n'avait répliqué ça. Donc un jour, il y a un étudiant qui vient chez moi et qui dit « j'ai envie de répliquer ça ». On essaye, ça ne marche pas, et puis il dit « je vais manipuler les attentes des expérimentateurs ». Donc à la moitié des expérimentateurs, on a dit « voilà, il y a l'étude de Bargh qui a montré que quand les gens sont exposés à des concepts associés à la vieillesse, ils marchent plus lentement ». Et à l'autre moitié des expérimentateurs, on a dit l'inverse. Ils vont marcher plus vite. Et on trouve que les résultats qu'on obtient se conforment aux attentes des expérimentateurs. Et donc vous voyez que ça devient très compliqué. C'est de la psychologie. C'est la psychologie, voilà. Mais alors qu'est-ce qui réplique ? On ne peut pas faire ça en physique. Hein, si on dit à la moitié des gens, si on prend telle mesure de tel rayonnement de telle étoile, il va se passer ceci, et à l'autre moitié, il va se passer autre chose. Encore qu'il y a des gens en physique quantique qui disent que c'est possible, mais en physique ordinaire, disons, on s'attend à avoir le même résultat. Les attentes des expérimentateurs n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'on est le plus dur des mous. Hein, mais... C'est ça. On va reparler justement de ce que vous faites avec votre imagerie cérébrale. Mais François, il faudrait raconter aussi un exemple de recherche, par exemple, sur les monnaies, qui a montré avec l'histoire ou avec des nouvelles fouilles, qui a inversé une idée qu'on avait très solide en disant ça date de telle époque. Enfin voilà, quelque chose de concret. Oui. Quelque chose de concret. Mais d'abord, les monnaies, c'est vraiment très très concret et c'est très quantitatif puisque les monnaies, elles ont été frappées. On possède aujourd'hui des dizaines de millions de monnaies grecques, de monnaies romaines. On en a frappé des milliards. Les monnaies, ça a un poids, ça a une composition métallique, ça a une orientation des axes, c'est frappé avec des coins, c'est retrouvé dans des dizaines de milliers de trésors. Donc on joue avec du quantitatif lourd pour les humanités, c'est le digital humanities, le big data. Et vous avez fait ça, hein ? Oui, moi je fais ça tout le temps. Alors c'est du tout petit big data par rapport à la médecine, évidemment. Ça reste dérisoire. Mais enfin, faute de grive, pour l'histoire ancienne, c'est pas mal. Donc, et on arrive à faire les choses. Moi, j'ai eu le prix Francky pour avoir changé le paradigme et faire, par la quantification, avoir montré que les monnaies, c'est pas le plus sympathique du monde, mais que les monnaies en Grèce n'avaient pas été frappées pour faciliter le commerce, comme les économistes le répètent tout le temps, mais pour payer des mercenaires. C'est pour la guerre. Après ça rentre dans le commerce, et puis évidemment, ça a une vie et longue, mais c'est ça au départ. Je voulais peut-être, parce que rester sur la réplicabilité, parce que tu expliquais que c'est les problèmes qu'on peut avoir dans une discipline où on pense qu'on peut avoir de la réplicabilité. En sciences humaines, et singulièrement en histoire, moi je suis plus proche de ça, c'est autre chose. Donc, vous voyez peut-être qu'ici, il y a deux manières de définir la science. Il y a la science, alors la stricto sensu, c'est la réplicabilité. Et donc tout ce qui n'est pas du labo, et évidemment avec les mathématiques tout au-dessus, comme étant au sommet de la pyramide de la pureté du savoir, c'est pas des sciences.
par rapport à ça, il y a toute une autre, je simplifie, hein, parce que vous imaginez bien qu'il y a une grande littérature là-dessus, il y a l'idée de se dire, évidemment que les spécialistes des sciences sociales et des sciences humaines ont été très prompts à bondir là-dessus, c'est de dire, non, il n'y a pas simplement que la réplicabilité, alors effectivement, là, nous, on ne joue pas. Mais il y a avoir mis au point des techniques sur lesquelles le monde s'accorde, il y a un consensus scientifique, qu'il y a des gens qui possèdent une technique qui font que c'est de bons historiens ou de mauvais historiens, enfin, comme ceci. Alors et on le voit tous les jours dans le domaine de l'histoire, qui est essentiellement, c'est pas surinterprété. Donc, c'est vraiment cette technique-là qui définit la chose. À partir du moment où on a dit ça, à ce moment-là, vous pouvez avoir des choses qui sont des spectacles en soi. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur YouTube, il y a des vidéos comme ça, on voit des débats entre deux historiens professionnels, et vous vous dites, au départ, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le jeu? Quelles sont les règles? Et puis vous comprenez que celui qui gagne, c'est celui qui va pouvoir montrer qu'il est encore moins sûr de son savoir, c'est-à-dire qu'il a un degré de lucidité plus fort encore que celui en face de lui. Et donc, mais c'est tragique, hein, c'est une sorte... Je citerai un nom, mais j'ai une vidéo, Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, est très bon là dans cet exercice, mais c'est l'image de l'historien dans sa forge. C'est l'historien dans son métier d'historien. C'est celui qui est le plus conscient des biais documentaires, des biais cognitifs, enfin de tout ce qui va perturber le jugement. Et c'est ça qui fait sa force. C'est ça qui fait qu'il est un historien sur lequel on se dit « Ah, il est supérieur ». Ça, c'est de la bonne histoire. Très très bonne blague à propos de ça, mais on la fera après. Non, je vais pas la raconter maintenant. Moi, je crois que tu peux la faire maintenant, ça me paraît... Ça sera trop long. Ah. Bon, alors, un exemple maintenant de ce que vous faites avec la digitalisation des cerveaux, en fait, que vous analysez. Et si j'ai bien compris, vos travaux, vous analysez les souvenirs conscients ou les traces conscientes et aussi ce qui est inconscient. Et donc, quand il y a quelque chose, je dis vulgairement, qui se remue là dans telle zone, vous dites « Ah, ça a été perçu ». En fait, c'est ça. Alors ça fait... Donc, oui, effectivement, je m'intéresse à la conscience, c'est-à-dire à l'effet que cela fait d'être nous-mêmes. Je m'intéresse à la question d'essayer de trouver une explication biologique qui permet de rendre compte de ce qui se passe dans notre tête, en partant du principe que tout ce qui se passe dans votre tête, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, toutes les émotions que vous avez, toutes les pensées que vous avez, trouvent leur origine dans l'activité biologique du cerveau. Et donc, jusqu'à l'arrivée des méthodes d'imagerie cérébrale, on en était réduit plus ou moins à une analyse assez grossière de tout cela. Et quand il y avait des pathologies, on savait que du coup... Alors, il y a des pathologies très claires qui permettent d'isoler tout à coup. Hein, donc, il y a d'ailleurs des pathologies fascinantes. Comme ça, il y a des gens qui souffrent de prosopagnosie, comme on appelle cela, c'est-à-dire de difficulté à reconnaître les visages. Et cette difficulté peut parfois s'étendre à eux-mêmes. Donc, ils sont incapables de se reconnaître dans le miroir. Hein, ils voient leur propre reflet, ils se demandent qui est cette personne qui est là à côté de moi. Il y a des gens qui souffrent de toutes petites lésions dans le système visuel, par exemple, qui sont incapables de percevoir le mouvement. Et donc on perçoit tout sauf le mouvement. Et tout ça est présent dans la cartographie du cerveau. Alors, le projet des neurosciences cognitives consiste à tenter d'établir des liens entre cette activité cérébrale d'une part et l'activité mentale d'autre part. Mais vous imaginez bien que c'est un projet en soi très compliqué parce que la technologie change, parce que les méthodes qu'on peut utiliser pour analyser ces images que nous produisent les scanners, disons, changent également, et puis parce qu'il faut quand même à un moment faire le lien entre la théorie et les observations. Et là, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais les psychologues ont besoin des philosophes pour faire ça, parce que par exemple, dans ce domaine qui est le mien, ça fait à peu près 30-40 ans maintenant qu'on est à la recherche de ce qu'on appelait les corrélats neuraux de la conscience, à savoir quelles sont les régions cérébrales dont l'activité est indispensable pour produire nos états mentaux conscients. Vous pouvez couper les régions du lobe frontal, par exemple, ça modifie la personnalité de la personne, mais la personne est toujours consciente. Et donc, les chercheurs essaient de trouver quelle région ou quel réseau de régions sous-tend véritablement les mécanismes de la conscience. Et alors, au fil des 30 années précédentes, on a vu beaucoup de neuroscientifiques qui ont dit, à un moment donné, « Ah, j'ai trouvé, c'est ça ». Bon, alors évidemment, l'année d'après, il y a une expérience qui dément cela. Donc beaucoup de tâtonnements comme ça.
Mais ce sont les philosophes qui ont dit aux psychologues et aux neuroscientifiques, mais qu'est-ce que vous voulez dire par un corrélat neural de la conscience? S'agit-il d'une région? S'agit-il d'un réseau de régions? S'agit-il d'un processus? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et alors là, tout le monde s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant ce dialogue, je pense, constant entre le mou et le dur, qu'on pourrait recaractériser en faisant appel à l'idée que certains chercheurs sont plus intéressés par les questions qu'ils se posent, alors que d'autres sont davantage intéressés par les réponses. Et c'est vrai que les sciences humaines, les sciences traditionnelles, sont peut-être davantage intéressées par les questions, alors que les sciences exactes sont toujours à la recherche de réponses. Mais je pense que la vraie richesse, c'est entre les deux, parce que personnellement, et c'est peut-être pour ça que je suis bien un mou parmi les durs, ce qui m'intéresse le plus sont les questions, autant que les réponses quasiment. Alors évidemment, on a envie de trouver une réponse à un moment donné, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de parvenir à poser les bonnes questions. Et ça, ce sont des gens plutôt du côté des sciences humaines qui font. Oui, mais justement, donc moi je pensais que c'était les neurobiologistes qui s'intéressaient à cette cartographie du cerveau, mais donc on a besoin des philosophes pour bien poser les questions. Et des archéologues. Hein, les archéologues. On a toujours besoin des philosophes. C'est un peu autre chose, mais c'est la même chose. Il y a une étude longitudinale sur les diplômés d'Oxford. Et c'est une cohorte de 25 000 étudiants d'Oxford pour savoir ce qu'ils sont devenus en fonction de leurs études, de leur major. Et, enfin, qui pensent ça de façon un peu à l'américaine. Et on voit que les philosophes, plus de la moitié des philosophes sont à la City. À la City, ils travaillent dans le système bancaire, ils font merveille, ils ont un cerveau très bien organisé. Mais je voulais rebondir sur ce que tu dis, on a trouvé. Et donc il y a ces caricatures aussi, où on voit en mathématiques, voilà, et il y a un tableau avec des formules, et voici, et ceci montre que et dès lors on montre que, paf, comme ceci. Et de l'autre côté, tu vois sans doute cette caricature où tu as un professeur avec une barbe, il est tout proche de la retraite, et il dit, voilà, maître, et c'est un professeur d'histoire qui dit, j'ai travaillé pendant 28 ans sur ce sujet, je crois modestement que ceci est la piste la plus prometteuse, mais on peut parfaitement être d'un autre avis que moi, comme ceci. Donc, il y a quelque chose... Je t'interromps juste pour mentionner un troisième tableau qu'on voit aussi dans mon domaine. C'est ton premier tableau avec des équations mathématiques, mais il y a toujours une étape où il est écrit sur le tableau « And then the magic happens ». Oui. Et donc il y a tout un chemin, mais il y a une étape que les gens ne maîtrisent pas. Non, je voulais, en parlant des problèmes, des questions, un propos qui m'a beaucoup frappé, c'est celui de celui qui dirige le Conseil international des sciences sociales, Louis Osterbeek, un Portugais, et qui dit que les sciences du labo, c'est pour des questions avec des réponses. Et les sciences sociales et les sciences humaines, c'est pour des dilemmes. Il n'y a pas une seule réponse. Il n'y a pas quelque chose noir-blanc, etc. Non, bien sûr que non. C'est une quelque chose où il va falloir pondérer, il va falloir... Mais que finalement, alors ça c'est du commentaire, mais finalement, dans une vie, les dilemmes, ça compte au moins autant que les questions. Alors, un exemple justement d'études actuelles sur ce que vous faites par rapport à cette connaissance ou reconnaissance. Ceci a été par exemple perçu dans le sommeil, disons, donc en principe inconscient, mais quand même ça a été perçu. Donc le cerveau a enregistré, et dans quelle zone ça se situe par exemple? Oui, moi je ne fais plus grand-chose ce jour-ci. Ah bon. J'exagère. Chef d'orchestre. Non, alors par exemple, une étude récente. Donc j'ai un deuxième projet ERC qui démarre maintenant, qui sont ces projets fantastiques du Conseil de la recherche européen, qui donne une liberté incroyable aux chercheurs, puisque on a à peu près notre propre agenda, notre propre budget, très peu de comptes à rendre. Et donc en gros, on reçoit un gros sac d'or, et puis on compte sur vous pour utiliser cela de manière donc l'Europe est intéressée par les mécanismes du cerveau et donne beaucoup d'argent. Oui, oui, tout à fait, absolument, le Conseil de la recherche européen. Et donc dans ce projet-là, on se pose la question de savoir pourquoi nous sommes conscients. Et donc ça, c'est une question qui n'est pas simple, parce que, évidemment, il faut aller chercher dans l'histoire qu'on évoquait tout à l'heure, dans l'évolution. Mais alors là, on ne peut pas manipuler ça expérimentalement, donc on ne peut pas faire des expériences sur l'évolution, et donc on tombe très vite dans une situation dans laquelle on se met à spéculer. Mais un des aspects de ce projet, c'est précisément le rôle que joue le traitement de l'information sans conscience. Donc, et c'est vrai que
il y a énormément de chercheurs qui ont mis cette idée qu'on peut quasiment tout faire sans conscience, ce que nous sommes capables de faire avec conscience. Et je trouve qu'on a été beaucoup trop loin maintenant. Hein. Donc, alors, il y a des gens qui ont dit, par exemple... Il faut bien expliquer ça, parce que conscience, sans conscience, on perçoit les choses, on ne perçoit pas les choses. Le cerveau émet un signal, donc ça veut dire qu'on a perçu, mais on n'est pas conscient de ce qu'on a perçu. Donc, par exemple, je peux montrer quelque chose à l'écran d'un ordinateur. Ça va très vite, c'est suivi par un masque visuel, un brouillard, si tu veux. Et puis on pose la question aux gens de savoir, avez-vous vu quelque chose? Il y a des chercheurs qui, il y a 2 ans, je pense, ont présenté ainsi des équations arithmétiques très simples, par exemple 2 plus 3. Donc 2 plus 3, ça apparaît à l'écran, c'est masqué, on demande aux gens, qu'avez-vous vu? Ils disent, j'ai rien vu, j'ai vu un brouillard. Mais cependant, si on leur demande de choisir le plus rapidement possible entre 5 et 7, ils vont choisir plus souvent 5 que 7, 5 étant la réponse à la petite équation. Moi, je n'y crois pas une seconde. Donc ça voudrait dire qu'on a quand même vu quelque chose et qu'on n'en est pas conscient. Ça voudrait dire, on appelle ça de l'amorçage subliminal, ça veut dire qu'il y aurait une information qui a été traitée par le cerveau, mais dont vous n'avez pas conscience. Donc on est dans le domaine des questions, et donc là, on a toute une étude maintenant qui vise à examiner cette question de savoir ce que nous sommes capables de faire sans conscience avec des visages. Alors les visages, c'est un stimulus qui est particulièrement prégnant, particulièrement important, et donc on montre des visages très rapidement comme ça, et on demande aux gens de détecter l'émotion qu'exprime ce visage. Est-ce que le visage est neutre? Est-ce que le visage exprime de la colère? Et les résultats qu'on a jusqu'à présent, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait une conscience perceptuelle de la présence d'un visage à l'écran avant que les gens soient capables de dire quelque chose à propos de l'émotion exprimée par le visage. Or, dans la littérature, on trouve énormément de données expérimentales qui suggèrent l'inverse, à savoir qu'on peut traiter l'affect, l'émotion, sans conscience. Donc voilà, c'est des débats qui sont en cours maintenant, mais qui suscitent quasiment plus de questions que de réponses, tant les techniques expérimentales sont complexes à mettre en œuvre, tant les détails sont importants. Et donc il y a énormément de ce travail-là, qui est un travail de longue haleine, qui vise à arriver à une forme de consensus autour des méthodes, ce qui n'est pas du tout évident. C'est peut-être pas du tout comme ça en archéologie, comment est-ce qu'on pèse une monnaie, etc., etc. Mais en psychologie, la moitié des débats tournent autour des méthodes qu'on utilise pour développer des arguments qu'on a envie de développer. Enfin, il y a 30 ans, on faisait des tests, on présente un visage, on leur demande est-ce que ça est conscient. Donc je vois que les méthodes, en fait, n'ont pas tellement changé. On présente toujours un stimulus à la personne et on voit comment il répond, mais pour la réponse, elle est très différente, évidemment. La mesure est très différente. Oui. Et alors, en archéologie... Je ne vais pas parler d'archéologie parce que l'heure tourne un peu et je veux absolument parler de cette expérience que j'ai évoquée d'entrée avec cette équipe française de géophysiciens et de voir à quel point on a été formaté. Alors, c'est très simple, ça se décline complexité, simplicité. Il y a une plus-value. Il y a la simplicité dans les sciences du labo et en mathématiques. Entre deux démonstrations, la plus simple est jugée la plus élégante. C'est celle qu'on va prendre. Et l'esprit est vraiment formaté fortement comme ça. Je vais venir sur ce qui en découle. À l'opposé, dans les sciences, dans les disciplines en sciences humaines, et je pense ici à la philologie, c'est ce qui est le plus compliqué, qui est sans doute le plus vraisemblable. En philologie, il y a le principe de l'alexio difficilior. Donc si vous avez deux manuscrits, enfin une série de manuscrits, les mêmes, mais qui sont dans une tradition, pour lequel on peut faire un stemma de ces manuscrits, si vous avez tout à coup un paragraphe qui est très compliqué, normalement c'est au-dessus ça, hein, parce que ça va être beaucoup plus simple qu'un copiste supprime le paragraphe compliqué qu'un copiste l'invente à un certain moment. Donc la lectio difficilior est tenue comme étant plus proche de l'original. Plus de complexité, c'est plus proche de l'original, comme ça. Et je vois, enfin, moi ce qui m'a le plus sidéré, c'est que et on va parler sur la manière de publier les choses. Donc en gros, si vous savez, mais tout le monde sait ça, c'est que dans les sciences du labo, enfin les sciences de la Terre, les sciences du vivant, c'est moins de 10 pages et c'est one paper, one point. Vous faites un one paper, one point. On ne va pas s'en mêler dans les choses. Et donc ce qu'il faut faire, c'est tâcher de sortir le point discriminant qui est l'objet de votre papier.
Et si vous avez un autre point discriminant qui tourne toujours, ben vous ferez un autre papier. Mais pas on ne va pas mêler ces petits. Et c'est moins de 10 pages. Et donc, et c'est ce qui se produit, quand quelqu'un qui est formaté comme ça voit de la littérature en sciences humaines, mais ça c'est du blabla. On installe la tente, c'est 20 pages pour simplement planter le contexte, mais quel blabla. Moi je suis fatigué. Donc, et je ne vois pas où est le point. Alors, l'analogie que j'ai, oui, que j'aime, c'est celle du football, évidemment. Le sentiment, c'est qu'en sciences humaines, on tricote devant le but, quoi. On est dans le rectangle, il y a l'équipe qui est là, on se fait des petites passes, c'est beau comme le Barça, enfin, c'est parfois très magistral. Alors ça, c'est l'historien dans sa forge, hein. C'est remarquable à voir, c'est vraiment la maîtrise d'une technique. Mais il n'y a personne qui songe à marquer le but. Et so what à la fin, évidemment. Et ça peut être frustrant comme ceci. Je peux argumenter sur le mérite de cela. Et alors, je ne parle pas des études qui se font en médecine, mais quand des géophysiciens débarquent dans les disciplines historiques, alors là c'est l'inverse, on a l'impression que à 50 mètres du but, ils tirent, ils choquent, ça part dans les nuages, mais ils disent qu'ils ont marqué. Et donc, on n'est pas... Là, il y a un vrai problème de formatage très, très différent. C'est des formatage mental d'abord, mais c'est des formatages dans les formats, c'est des formatages aussi sur le temps. Hein. On a des temps de publication qui sont quand même très différents. Et c'est évidemment... Alors, et je le dis, donc c'est... et ça c'est, je pense, le plus structurant, quand on est dans la réplicabilité avec la possibilité de montrer que c'est faux ou que c'est vrai, le vrai, ça n'existe pas en histoire. On s'approche de la chose, mais la vérité avec un grand V, bien sûr que ça, c'est totalement autoporté. Néanmoins, on restreint le champ des possibles. Hein. On a colossalement avancé entre ce qu'on dit maintenant et on peut moins faire de fumette, si vous me permettez. C'est-à-dire que le problème, quand il y a une intense compétition, il y a beaucoup d'argent, on l'a dit, c'est la fraude, c'est que les gens sont tentés, et c'est la science eureka, la science tout le monde a trouvé, et quand on ne trouve pas, on dit qu'on trouve quand même. Donc il y a une pression qui est très très forte et qui peut pousser à la faute. Quand on n'a aucune pression, comme dans les sciences humaines, c'est de l'improvisation libre, et ça peut être, j'ai dit fumette, mais ça peut être quelque chose qui est où il n'y a pas suffisamment de filtres. Et on le voit, je m'arrête juste ici, mais on le voit dans les structures de financement. Une thèse de doctorat dans les sciences de la nature et du vivant ne peut pas être entreprise, ça ne peut pas, c'est interdit s'il n'y a pas de financement. En sciences humaines, vous pouvez commencer une thèse de doctorat comme ceci. Tu as en tête des contre-exemples? Non, mais quand vous dites ça, en fait, publish or perish, c'est valable pour les sciences humaines et pour les sciences exactes. Oui. Donc je trouve que vous êtes assez pessimiste par rapport aux sciences humaines, mais voilà, il me semble que l'exigence de l'exigence est pareille, non? Moi, il me semble aussi que l'exigence est la même, mais ce qui a changé profondément, c'est ce qui s'est passé depuis 40-50 ans, où les systèmes universitaires ont changé radicalement pour amener tout le monde, sciences molles et sciences dures, à faire... à prouver ses résultats? Non, mais disons à vivre une mise à l'épreuve qui consiste à effectivement publier ou cesser d'exister. Et je crois que là, et c'est ça qu'on avait évoqué dans ces exposés qu'on avait eu l'occasion de faire ensemble il y a quelques années, on trouve vraiment l'origine de tout ça dans l'irruption dans les milieux universitaires de pratiques managériales qui sortent tout droit de l'industrie privée. Et donc de l'utilisation, du développement d'indicateurs de performance. Et alors, j'ai oublié le nom maintenant de l'économiste qui a fait remarquer, et c'est tout à fait correct, qu'à partir du moment où on met au point un indicateur économique, par exemple, cet indicateur cesse de fonctionner comme indicateur, parce qu'évidemment, tout le monde a conscience de l'existence d'un indicateur, et donc tout le monde commence à essayer de correspondre aux critères que l'on cherche à mettre en place. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec les publications, quoi. Donc, non seulement il faut publier plus, mais il faut publier plus rapidement, ainsi de suite. On commence à mesurer la qualité d'un chercheur par son nombre de publications, et ainsi de suite. Et c'est un immense problème, parce que ça va de pair dans les universités avec un définancement de la recherche fondamentale et de toutes les activités d'enseignement au profit d'une administration sans cesse grandissante. C'est un vieux cliché.
Mais en fait, c'est en cours aux États-Unis depuis très très longtemps, depuis 30-40 ans. Et le pouvoir dans les universités est petit à petit en train d'échapper littéralement aux professeurs et au cœur académique. Quoi. Il y a quand même des protestations de chercheurs dans les universités par rapport à cette pression bien sûr, de publication, quel type de la publication, thèse fraude ou pas, etc. et voilà. Mais quand je vous entends, alors vous êtes plutôt pessimiste ou bien est-ce que Non, vous avez... c'était pas pessimiste ce que j'avais dit. Non, allons-y. Et je dirais, c'est essayer de décrire les choses, donc... Et je vais continuer avec les sciences humaines et une opposition, mais c'est de méthode, hein, c'est juste parce que... pour le politique, les sciences humaines et les sciences sociales, c'est un problème. Normalement, le logiciel du politique, c'est la réélection, et la réélection, elle se fait sur l'emploi, essentiellement. Et donc, il faut trouver la recherche, oui, très bien, mais si la recherche donne de l'emploi, si elle trouve, et elle trouve localement, parce que qu'on donne de l'emploi tout à fait en dehors de sa circonscription électorale, le politique ne va pas être tout à fait fondamentalement intéressé. Et les sciences humaines, c'est juste l'inverse. C'est essayer de travailler avec quelque chose qui est beaucoup plus global, universaliste, et sur le long terme. Alors ça, le politique, il voit juste que ça fait des chômeurs. Mais c'est le vieux logiciel, je dirais. Ce qui me paraît avoir changé, c'est pourquoi, en fait, quand on mesure la part... des financements qui sont réservés, ou l'intégration des sciences humaines et sociales dans les projets des sciences et des grands axes, hein, que ce soit la mobilité, les énergies fossiles, le vieillissement, etc., c'est de plus en plus grand. Parce qu'il y a ce sentiment d'être dans... On est tous embarqués dans la même planète. Je crois que vraiment ce sentiment d'être qu'une seule planète et pas de possibilité de tirer son épingle du jeu, ça percole dans les esprits et c'est en train de changer les choses. Je pense vraiment qu'il y a là quelque chose... SpaceX quand même. SpaceX quand même. Oui. Il y en a qui essayent. Non, mais je pensais à une chose. C'est un climatologue hollandais qui dit que... Justement, j'allais vous poser la question, la climatologie, elle regroupe quand même différents... Un climatologue hollandais qui est un scientifique du labo qui dit « Moi, j'ai longtemps pensé que 30 ans de bonne recherche avec des super gros financements, allez, le problème de la couche d'ozone et tout ça, on règle ça. » Et puis il dit « Mais non, en fait non, c'est un problème de sciences humaines. C'est la modération, la cupidité ou la modération, quel mot qu'on prenne, je ne sais pas. Moi, quand j'ai appris le grec moderne, le premier mot de la première liste de 10 mots, c'était sophrosune, modération. Je crois que c'est absolument génial, a posteriori. Mais donc, voilà quelque chose où c'est un problème majeur, mais c'est les deux, évidemment. Mais ce n'est pas uniquement la technique qui va s'en sortir. Et de plus en plus, on réalise que non, il va falloir travailler sur les esprits, parce que sans ça, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on n'y arrivera pas. On a besoin davantage de rhétoriciens alors que de... Non, je vais pas. Oui, mais vous avez lancé le climat, sujet combien, pas à la mode, mais essentiel aussi. Alors, quand même une question, est-ce que vous ne voyez pas dans cette... Quand on parle des climatologues ou de l'évolution du climat, est-ce que ce n'est pas un lieu où se retrouvent différentes disciplines avec différentes méthodes? Les sciences humaines, les sciences plus exactes, les sciences exactes, ou les mesures différentes. Est-ce que ça, c'est pas un endroit où toutes ces sciences peuvent se retrouver et où je suppose qu'il y a des budgets pour ça? Parce qu'on va pas... Enfin, on peut conclure avec... après, je vous poserai la question, je voudrais quand même conclure. Qu'est-ce que ça veut dire une vie de chercheur? Comme on pose aux stars. Les stars, qu'est-ce que c'est être star? Qu'est-ce que c'est être chercheur? Mais d'abord, répondons à cette petite question du climat. Mais le climat ou d'autres grands défis sans réponse immédiate qui demandent une action collective. Et je pense que oui, on a besoin de toutes les disciplines, absolument. On a vu ça aussi avec la crise du Covid, évidemment. Hein. Donc, on a l'impression, ici en Belgique, qu'on a adopté très vite une attitude qui se voulait être très scientifique, hein, très basée sur ce que l'on sait d'épidémie. On a les chiffres, ceux qui ont lu l'ouvrage de Marius Gilbert voient à quel point c'était compliqué de se former une opinion en tant que scientifique. On parle bien d'opinion parce qu'il y a un brouillard qui entoure les données, personne ne sait rien, c'est très compliqué même d'un point de vue scientifique. Mais ce qu'on a tout à fait négligé, me semble-t-il, c'est justement les sciences humaines là-dedans. C'est venu très tard qu'on se préoccupe de l'état mental des gens. Il y a des pays où on ne s'en préoccupe absolument pas, comme la Chine par exemple. Mais ici, on a quand même essayé plus ou moins de se préoccuper de comment allaient les gens, comment est-ce que tout ça a été vécu au moment là. Donc ça, je crois que ce genre de grands défis, ce sont vraiment des défis qui exigent
une interdisciplinarité dès le départ. Sur la pandémie. Non. François, tu me... Non, oui, s'il y a quelque chose à dire encore sur ce rassemblement ou cette collaboration de différentes disciplines, je pense que c'est un grand rêve, mais c'est vrai que pour les budgets, parce qu'on a parlé un petit peu des budgets, on a parlé de la vie du chercheur qui doit publier, on a parlé le financement de ses recherches, et alors j'ai envie de vous demander, oui, qu'est-ce que c'est votre vie de chercheur aujourd'hui ? Tu commences? Vas-y, Moi, je suis moins chef d'orchestre que Axel, et pour une raison qui est de nouveau structurelle, c'est-à-dire que dans sciences humaines, on reste avec un modèle où c'est le chercheur, il est moins collaboratif, il a moins l'obligation pour réussir de créer une équipe, de monter un labo, de donner du travail, enfin de former des doctorants, de les placer, enfin toute une économie de la recherche qui est la tienne. Et a fortiori la mienne, parce que oui, moi je suis... a fortiori, parce que non seulement je suis en sciences humaines, mais j'ai fait l'essentiel... Enfin, mon premier rattachement, c'est la Bibliothèque royale de Belgique, qui n'est pas l'université, et qui n'est pas du tout tournée... Enfin, qui est une institution scientifique, très bien, faisant partie des 10 institutions scientifiques, mais dont le core business est peu tourné vers la recherche scientifique, en réalité. Donc moi, j'ai eu plus, historiquement, tout était là structurellement pour avoir un parcours plus personnel, moins en équipe, moins comme ça. C'est très, très différent de mais oui et non, parce que moi aussi, c'est ce sentiment que j'ai, en fait, d'avoir eu, tout au long de ma carrière, énormément de liberté. Alors évidemment, ça se complique quand on a des gens autour de soi dont on devient responsable parce qu'on dirige leur thèse et ainsi de suite. Et donc là, il y a des responsabilités nouvelles qui émergent. Mais ma vie de chercheur, ça a été toujours le sentiment d'avoir eu la liberté de faire ce que je voulais finalement. Et ça, enfin, qui peut dire ça, oui, et c'est en train de changer aussi, puisque les chercheurs sont aujourd'hui évalués de plus en plus, et de plus en plus précisément. Il y a une science de cela d'ailleurs qui s'appelle la bibliométrie, etc. On s'occupe de développer des indicateurs, justement, que tous les chercheurs s'amusent à essayer de gamer, comme on dit, de contourner en quelque sorte. Mais c'est un monde qui est très injuste, parce que je parle sous le contrôle, il y a Pierre, Lothar, enfin d'autres personnes très qualifiées dans la salle pour le dire aussi, mais si je suis bien informé, les institutions d'élite, elles prétendent ne pas jouer à ce jeu-là. Ni Oxford, ni Harvard, ni Cambridge ne jouent à ce jeu-là. Quel jeu? De la bibliométrie, d'exiger la bibliométrie entre soi. Les autres le font, oui. Le Fonds national le fait. Oui, le fait, oui, bien sûr. Le fait, mais le fait de façon, je trouve, avec pas mal de doigté. Si on va dans le détail, c'est une bibliométrie, parce qu'on apprend de ses erreurs. Donc, par exemple, le FNRS était... Je prends deux choses qui me paraissent pas mal. C'est l'un des premiers à avoir, quand on a les rapports d'évaluation d'experts en première ligne, c'est d'avoir la moyenne de ces rapports d'experts pour savoir si on a affaire à une tueuse, un tueur ou à quelqu'un qui est systématiquement très, très favorable. Donc ça permet de cadrer les choses. Et c'est aussi, et j'avais un peu insisté à ça, c'est qu'on ne demande pas quand il y a l'impact sociétal. L'impact sociétal, c'est très très important, l'impact sociétal. Oui, mais l'impact sociétal, ce n'est pas uniquement l'impact sociétal positif. Il faut aussi peut-être penser à l'impact sociétal négatif potentiel. Et donc, ça, c'est une chose qui... Mais au-delà de l'évaluation, ce qui a vraiment changé maintenant aussi, c'est la carrière du chercheur, tout simplement. J'ai le souvenir d'avoir été engagé à un poste définitif 2 ans après la fin de mon doctorat. C'est impossible aujourd'hui. Et pourtant, c'est une condition de la créativité. Cette liberté qui s'accompagne d'une garantie d'emploi, quand même. Alors que maintenant, il y a quand même pas mal de postdocs autour de moi qui vont jusqu'à 35, 38, 40 ans parfois, en n'ayant pas de poste sûr. Mais ça, c'est un drame, évidemment. Et dans les sciences humaines, c'est pire encore. Oui, mais sciences humaines ici. Oui, mais... Non, mais alors, c'est terrible ce que vous dites, parce que moi, j'ai toujours entendu dire que, par exemple, en Belgique, le budget alloué à la recherche fondamentale n'était pas suffisant. Alors maintenant, vous semblez dire que vous avez joui d'une carrière FNRS académique, vous avez la liberté de vos sujets, et vous dites que les jeunes, jusqu'à 40 ans, n'ont plus de place. Mais alors, qui a encore envie d'être chercheur ?
C'est un vrai problème. Donc, par exemple, un problème ou pas problème, hein, parce que je pense qu'il y a un problème structurel que les universités n'ont pas résolu. C'est-à-dire qu'il y a des cohortes d'étudiants qui sont de plus en plus nombreux qui arrivent à l'université. Donc, il y a une proportion plus ou moins fixe qui veut continuer dans les milieux universitaires en faisant une thèse de doctorat. Mais donc, il y en a trop. On ne peut juste pas engager avec des postes définitifs tous les gens qui terminent avec un post-doctorat, même quand ce sont de bons chercheurs. Donc, ces gens doivent trouver une solution en dehors de l'université. Et maintenant, je commence à voir des profils de doctorants, par exemple, qui arrivent dans le laboratoire et qui disent très rapidement « J'adore ce que je fais, mais plus tard, quand j'aurai terminé, je me dirigerai vers ceci, cela, le privé, oui. Alors, les psychologues vont parfois dans l'industrie pharmaceutique, parfois dans les institutions européennes, comme analystes de données, parfois dans l'administration belge. Moi j'ai écrit ça et puis je vous ai montré ce petit texte. Je pense que, pour ma part, que c'est absolument rationnel de dédier sa vie à la science. C'est juste rationnel. Contrairement au discours qui dit que c'est une forme d'apostolat, de renoncement, au faste de la grande richesse, et à des choses comme ça. Pas du tout, du tout, du tout. D'abord, il y a le privilège qui est déjà normalement exorbitant de transformer sa passion en profession. Ça, c'est a fortiori si, avec l'espérance de vie qui se rallonge, on a une longue vie après la carrière professionnelle. Là, quand on est chercheur, c'est le gai savoir, c'est le moteur interne qui est la chose. En plus, les chercheurs sont pas si mal payés, c'est quand même des fonctionnaires avec la liberté de chercher, mais pas si mal payés. Si vous pensez à la pyramide de Maslow avec les 5 étages, et le 5e c'est pour l'épanouissement personnel, ben, ils se trouvent dans cette situation-là, c'est-à-dire à la situation où ils ont en réalité la capacité de travailler essentiellement à leur épanouissement personnel. Et il y a plein d'études qui montrent aujourd'hui, là je pense que c'est de la science, c'est devenu robuste comme savoir, montrant qu'au-delà d'un certain... Oui, l'argent fait le bonheur jusqu'à un certain point, et au-delà, alors dans le système américain, c'est 100 000 dollars par an. Après, c'est plus corrélé. On peut être très riche et très malheureux. Les ennuis de la richesse peuvent être plus importants que les bonheurs, ou inversement. Mais c'est plus corrélé. Tout existe, mais il n'y a plus de corrélation. Quand on a 40 000, on est plus heureux quand on a 20 000. Quand on a 60 000, on est plus heureux quand on a 40 000, etc. Mais il y a un moment où ça explose en nuages. Et donc là, nous, on est juste dans le moment où c'est un... Et fondamentalement, la chose... Moi, je me réveille le matin en me disant... Parfois, on se tâtant un peu les organes, j'espère que le gai savoir est toujours là, que la curiosité est là, parce que ce serait la chose... Moi je fais ça ici, plutôt là. Donc, mais c'est absolument fantastique, et c'est évidemment dans un monde qui est de plus en plus contrôlé, etc., c'est une liberté qui est... Et liberté, c'est le slogan du FNRS. Hein. La liberté de chercher, qui était bien trouvée. Et donc, vous êtes 2 hommes très heureux. Vous avez énormément de chance. D'ailleurs, la retraite, c'est pas 65, c'est 70 ans, non, à l'université. Ah non, parce que déjà, qu'on parle tellement de la retraite. Oui. Mais donc, vous avez pu chercher comme vous l'entendiez. Alors, certains vont vous dire, mais vous êtes des parias de la société, là. Oui, mais donc, vous êtes tous les deux des chercheurs heureux qui pouvaient pratiquer encore ce gai savoir. Ah ben, ils ont de la chance, vous ne pensez pas? Oh, oui, on a de la chance. Voilà. Très certainement. Très certainement. Merci. Merci.